L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Juan Rodriguez, c'est un critique de musique rock. Il est décédé samedi à l'âge de 76 ans. Pour les Québécois, c'est pas quelqu'un de très, très connu. Pourtant, dans le milieu, disons, de la presse anglophone, c'était un symbole. Là. C'était une espèce de rock star. C'est un pionnier du genre. Il a travaillé pour de nombreuses années pour la Gazette. Et Annabelle Blais, qu'on connaît bien ici, l'avait rencontré en 2016 pour un article dans le journal. On va en parler avec elle. Bonjour, Annabelle. Salut, Rémi. Donc, c'était un espèce d'énergumène, là. Oui, c'était tout un personnage. C'était un peu une légende dans le milieu artistique québécois, surtout anglophone, tu as raison de le dire. Il était peut-être peu connu, en tout cas actuellement, du public francophone, mais reste que dans le milieu artistique québécois, il était quand même très connu et respecté. C'est un pionnier de la critique rock. Il a vécu les grandes années là, du rock'n'roll en tant que journaliste. Il y avait des anecdotes incroyables. Tu sais, lui, il a vu Jimi Hendrix à l'Arena Paul Sauvé, il a viré une brosse au Southern Comfort avec Janis Joplin. C'était passionnant de l'écouter parler de sa vie. Et je l'avais rencontré en 2016. Ça faisait pas très, très longtemps que j'étais au Journal de Montréal. Et mon patron de l'époque, Georges Kalogirakis, c'est un ancien de Gazette. Et il avait vu passer une petite brève dans les médias anglophones, comme quoi que Juan Rodriguez était porté disparu. Et il m'avait dit, essaie de le retrouver puis voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et justement, c'est ce qui s'était passé. Il était porté disparu pas très longtemps. Finalement, c'est juste qu'il avait quitté la ressource de personnes âgées où il était. Il dit, je suis tanné d'habiter là, fait qu'il a quitté. Le problème, c'est que il y avait des rendez-vous de dialyse à suivre. Et là, c'est pour ça que les policiers s'inquiétaient pour sa santé. Donc, ils ont rapidement publié cet avis-là. Mais finalement, il avait été logé à l'hôtel puis chez un ami, un autre ancien de Gazette. Donc, plus de peur que de mal, mais quand même, de le rencontrer, ça nous avait permis de faire un peu le point sur sa vie et d'écrire un grand portrait sur lui dans le Journal de Montréal pour faire connaître peut-être à la génération qui l'a pas connu. Et je l'avais rencontré 2-3 fois. Et il avait 68 ans et je te dirais que c'était un homme usé par la vie. Il était amputé d'un pied, il avait les cheveux ébouriffés, il restait juste une dent, mais ce qui m'avait marqué, c'est l'espèce de contraste avec son regard franc, bleu, très, très, tu sais, un regard, là, il sait de quoi qu'il parle. Et quand il parlait de musique, c'est comme si il y avait plus le temps n'existait plus. Et c'était, là, vraiment quelqu'un qui était passionné par la musique et il pouvait en parler sans fin. Juan Rodriguez, là, c'est un Montréalais. Bon, il était né en Angleterre d'un père immigrant espagnol, mais il a passé toute sa vie à Montréal et justement, c'est dans les années 60 qu'il a commencé à s'intéresser au rock et à cette époque-là, c'était pas un genre pris au sérieux. Tu sais, c'est un peu là pour de la musique pour jeunes adolescents, tout ça. Et lui, il a pris ça au sérieux. Il l'a analysé, il l'a décortiqué, il l'a critiqué. Et c'est comme ça qu'il est devenu critique de rock à une époque où il y en avait pas. Là. Il y avait des critiques de théâtre, de cinéma, mais pas de rock. Et lui, comment il s'était fait connaître? Il avait pris le pari. À l'époque, il y avait le Montreal Star qui existait, un journal anglophone, et il avait dit au Star, si je réussis à décrocher une entrevue avec les Rolling Stones à Londres, est-ce que vous me donnez une job de critique musicale? Fait qu'ils l'ont pris au pari, il a dit, essaye, le jeune, il avait 21 ans. Fait qu'il est allé à Londres, ça lui a pris 2 mois, mais il a réussi à décrocher une entrevue. Et donc, après ça, il est revenu à Montréal et il a commencé sa job. Et c'est là que, à sa première affectation, il a fait sa marque parce qu'il est allé voir un show des Doors au Forum et il a fait une critique cinglante. Et vraiment, là, il disait, j'aimais les Doors, mais malheureusement, Jim Morrison, il était complètement saoul, puis il fallait que je l'écrive, il fallait que je le dise. Fait qu'aussitôt, il y a eu la réputation d'un critique qui pouvait descendre
même les plus grands groupes. Et ça a été un peu ça. Il a eu le courage de faire des critiques cinglantes. Ça a été rapidement devenu sa marque de commerce. Il me disait qu'il avait été voir un show de Leonard Cohen en 75 puis qu'il avait écrit que ses chansons étaient ennuyantes. Et le lendemain, il avait croisé... tu sais, il l'a dit. Puis aussi à la Place des Arts, des fois, bon, ouais, c'est pas le forum, ça bouge, ça brasse moins. Fait qu'il avait écrit. Puis le lendemain, il avait croisé Leonard Cohen dans un bar. Cohen était en colère. Il avait dit, tu m'as fait une job de bras. Puis il avait même dit, mon Ben va aller te casser la gueule. Il me racontait ça en riant. Et il avait aussi été très dur avec Beau Dommage puis Harmonium. Puis quand je lui en avais parlé, il m'avait dit « Ouais, je trouvais que c'était de la musique de Mickey Mouse, trop homogène. » Mais oui, c'était ça, un peu sa marque de commerce, mais ce n'était pas que ça. Il pouvait être dithyrambique quand il aimait beaucoup. Là, c'était pas juste quelqu'un qui prenait plaisir à être cinglant pour être cinglant. Et tu sais, je te dirais que il y a vraiment lui le meilleur show de sa vie, c'était Robert Charlebois en 1970. Il a beaucoup aimé Octobre, Offenbach, Michel Pagliaro. Et là-dessus, pour la communauté anglophone, il a vraiment permis de découvrir la musique québécoise, le rock québécois, parce que c'est un grand amoureux aussi de la musique francophone. Donc, il a été un pont comme ça. Et dans un petit milieu comme le Québec, là, ça prenait quand même du courage pour avoir les opinions qu'il avait et de le dire quand il aimait pas un spectacle, même s'il aimait un band. Et ça, c'est tout à son honneur. Et à l'époque, là, quand j'avais écrit l'article sur lui, j'avais parlé à Lucinda Choden, qui était la rédactrice en chef de La Gazette, puis elle me disait que c'était vraiment un peu le journaliste gonzo, là, tu sais, incarné, qui est intelligent, intense, intrépide, mais qui vit un peu la même vie que les vedettes qu'il côtoie. Et il avait quand même écrit pour les meilleures publications en Amérique du Nord de rock, là, qu'on pense à Rolling Stone, Cream. C'était vraiment quelqu'un avec une grande culture musicale. Ouais, ben ça me fait penser un peu à Hunter S. Thompson, hein? C'est l'Américain qui traînait avec des motards puis qui vivait leur lifestyle pour pouvoir mieux en parler puis qui a écrit un livre après sur le sujet. Puis quand tu lis ce livre-là, tu as l'impression d'être là. Puis tu parlais de Robert Charlebois, qu'il appréciait. Il a viré une brosse avec Robert Charlebois, ça on l'apprend dans ton texte. Hein? Robert Charlebois, d'ailleurs, qui a la réputation de recevoir ses invités là, toujours dans un grand flux d'alcool. Il avait reçu Renaud, le chanteur Renaud, qui était venu faire une tournée au Québec, puis Renaud avait même pas été capable de monter sur scène, tellement Robert Charlebois l'avait saoulé. Donc, je comprends Juan Rodriguez, mais je veux qu'on revienne sur ce que tu disais à propos de son côté dithyrambique, parce que ça appartient à une époque dans le journalisme, pas juste québécois, une époque qui semble être révolue. Je pense surtout aux critiques. Hein? Aujourd'hui, là, si vous n'aimez pas quelque chose, vous allez rarement lire un texte là, incendiaire sur une pièce de théâtre ou sur un film. Le critique va donner 2 sur 5 ou 1 sur 5 ou 4 sur 10, mais va quand même trouver le moyen de trouver des qualités parce que, on vit à l'époque de la bienveillance. Mais lui, là, il disait, les Beatles, c'est surestimé, Cohen est ennuyant, l'album de Led Zeppelin, ça vaut pas de la merde. Foglia aussi faisait ça d'une certaine façon à la presse, mais on dirait que ça n'existe plus, cette époque-là. Oui, parce que ça peut être difficile justement de dire oui, le milieu québécois est petit, puis c'est pas fait que des amis, mais pour lui c'était là une passion du rock qui menait à une rigueur et une intransigeance. Le rock, tu lui fais honneur, puis si tu fais une mauvaise prestation, on va l'écrire. C'était comme ça. Et lui, l'espèce de journalisme, de cheerleader là, il exécrait, il avait pas il y avait des mots très tranchés pour ça, mais tu sais, ça lui a quand même valu des menaces. Un jour, il a même reçu des lames de rasoir par courrier. Il n'y avait pas de courriel à l'époque, puis ils ont envoyé un colis avec des lames de rasoir. Ça, il dit, ça m'avait glacé le sang. Ça n'a pas tout le temps été facile. Mais je te dirais que lui, il a pu en faire carrière, puis c'est devenu sa marque de commerce. C'est pas ça qui a fait qu'il a moins publié les dernières années. C'était vraiment plus ses problèmes de santé, parce que il avait quand même justement côtoyé des stars, il a un peu adopté leur mode de vie. Puis au début, il disait qu'il fumait du cannabis, mais dans les années 70, ça s'est transformé en dépendance au cannabis, à la cocaïne plutôt. Et que là, le soir, t'es tellement hype avec ta cocaïne qu'il faut quelque chose pour redescendre, pour se calmer. L'alcool,
Fait qu'il est devenu alcoolique. Et là, les publications ont commencé à s'espacer. À un moment, il est allé vivre en Californie dans les années 80 pour essayer d'avoir un mode de vie plus sain. Puis sa petite job sur le site en Californie, c'était d'écrire des questions de rock pour le jeu Trivial Poursuite. Parce que les inventeurs de ce jeu de société-là, c'était 2 anciennes de Gazette, donc c'était des amis à lui. Donc, il y a eu ce contrat-là, qui est quand même pas pire. Mais il dit, j'ai juste fait ça pour l'argent. Il est revenu à Montréal, il a continué à faire des critiques, mais les mauvaises habitudes ont repris le pas un peu. Donc, les dernières années où il a travaillé à De Gazette, là, jusqu'en 2013, à sa retraite, c'était quand même marqué par des problèmes de santé, puis c'est ça. Moi, je l'ai rencontré donc en 2016 et ça paraissait qu'il était fatigué par la vie. Il y avait du diabète, de l'insuffisance rénale. Il manquait un pied. Dans les centres il a perdu un pied. Il manquait un pied. Ouais. Puis, tu sais, moi, quand je l'ai vu, il était pas en chaise roulante. Il marchait, mais bien sûr, il boitait. Mais, tu sais, il avait son pied, là où il avait son pied amputé, sa jambe, c'était recouvert d'un, tu sais, juste d'un sac plastique. Donc, tu sais, ça allait pas super bien. Puis il voulait pas trop en parler. Le petit article qui avait été publié sur sa disparition, ça l'avait blessé. Il dit, c'est quoi, là, j'ai l'impression que les gens pensent que je suis un itinérant, mais pas du tout. Il voulait pas trop parler de ça. Et c'était vraiment son intérêt, je veux dire, c'était la musique, puis c'était pas parler il était pas là pour faire une thérapie, on s'entend. Puis dans les dernières années, il s'était beaucoup intéressé au jazz. Du rock, il était passé au jazz, et il y avait encore des projets. En tout cas, quand je l'ai rencontré en 2016, il voulait faire un livre sur le festival de jazz à Montréal, puis il voulait aussi écrire ses mémoires, ce qui aurait été un livre extraordinaire. Je l'avais un peu perdu de vue les dernières années, parce que des fois, j'ai envoyé des courriels pour prendre des nouvelles, puis j'avais plus de réponses. Donc, quand j'ai vu passer l'article de la Gazette samedi sur son décès, ça m'a quand même fait quelque chose, et je me suis dit, j'espère que son livre sur le festival de jazz qu'il a travaillé, si c'est pas publié, tu sais, que c'est peut-être un travail en cours que certains vont pouvoir récupérer ou peut-être publier, ou peut-être ses mémoires, que quelqu'un va pouvoir publier ça. Ça serait dommage qu'on perde tout souvenir de Juan Rodriguez, parce que il a contribué à mettre un genre au monde, et à l'époque, ça je le disais, il était respecté de tout le monde, et c'est sûr que c'est un genre qui se fait plus beaucoup. La critique maintenant, c'est ça, c'est souvent c'est très bon, puis quand c'est pas bon, on n'en parle pas, mais de se rappeler c'était quoi, de se rappeler il était qui, peut-être que ça peut contribuer à justement rebrasser un peu les cartes et faire en sorte qu'on ait des critiques avec plus de punch, plus d'authenticité. Aussi parce que, tu sais, c'est vrai, tout est tellement bon qu'à un moment donné, on dirait que les critiques sont tellement dithyrambiques surtout qu'il y a plus de nuances. Bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je sais pas, tout le monde aime ça. Ben oui, mais si tout est bon, rien n'est bon. Si tout est mauvais, rien n'est mauvais. C'est ça le problème, mais l'enjeu, Annabelle, c'est le courage. Qui va être le premier à se lancer là-dedans, à une époque de bienveillance et de courtoisie suprême? Hey, on connaissait la fameuse phrase, juste une fois au chalet, là, dans ton article, tu dis qu'il faisait de la coke, il fumait. Oui. Ouais, c'est ça, tu me vois arriver. Parce qu'à un moment donné, il me dit, j'ai jamais fait d'héroïne, sauf une fois avec les Beach Boys. En 1973. Excellent, ça. C'est des histoires de fous. Ouais, vraiment, là. Merci beaucoup, Annabelle Blais. Bonne journée. À toi aussi.